Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous recevoir chez vous, merci de nous accompagner et surtout d'être toujours fidèles à notre programme de Canal Algérie. Nous sommes donc le jeudi 10 février, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec nos rubriques habituelles. Amel Haribi est bien parmi nous aussi, elle va commencer avec la météo dans un tout petit moment. Elle surveille en tout cas la date d'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se trompe. On va parler de plein de choses aujourd'hui, à savoir donc la rubrique de Haïda dans un tout petit moment, la rubrique psychologie aujourd'hui, elle va nous parler donc l'accompagnement des personnes qui ont fait des déprimes, qui ont fait des burn-out, comment les accompagner, l'après-déprime en fait, un accompagnement très important pour justement permettre à ces personnes de bien s'en sortir. Elle nous en dira plus tout à l'heure et décoder tout cela avec elle. Jawdet Gassouma dans sa rubrique littérature aujourd'hui, il fera un gros plan sur le monde du cinéma, l'écriture cinéma, bien sûr, le cinéma à travers le livre, l'ancien directeur Boudjema Karesh, l'ancien directeur de la Cinémathèque d'Alger, lui qui a écrit aussi sur le cinéma algérien et dans le monde entier. Eh bien, nous allons en parler et faire un plongeon aussi dans le domaine donc, de l'écriture cinématographique. Nous parlerons également du marché de l'emploi et oui, chaque année, on fait un bilan avec l'Emploitique qui chaque année dresse en tout cas un constat de ce qui est l'emploi ici en Algérie. Eh bien aujourd'hui, elle reviendra sur le marché de l'emploi et le bilan du marché de l'emploi de 2021. Nous parlerons également agriculture avec des nouvelles initiatives dans le domaine donc, de l'agriculture, des startups et surtout, il faut le savoir, un incubateur réservé exclusivement à l'agriculture. On en saura plus tout à l'heure avec son responsable qui sera parmi nous. Et puis, on fera un gros plan sur des prestations de services cette fois-ci. On en a déjà parlé, mais il y en a de plus en plus. Cette fois-ci, c'est une nouvelle application qui s'appelle Naqili Dari. C'est une nouvelle application qui va en tout cas servir à beaucoup de personnes qui se retrouvent peut-être désemparées à chercher peut-être des personnes pour des nettoyages, entretien, de jardinage, etc. Donc une nouvelle application qui, vous allez le voir, permettra en tout cas de faciliter les choses et ils sont très bien organisés, vous allez le constater tout à l'heure. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous, j'espère que vous allez le suivre jusqu'à la fin et ce jusqu'à 9h30. En tout cas, bonne écoute parmi nous, on va tout de suite s'enquérir des nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Amel Haribi, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Vous avez retenu juste Naqili Dari. Amel est très pointilleuse. C'est vrai que sur les ménages, le ménage, etc., oui. Eh ben, une aide ne serait pas en tout cas de refus, hein, je pense. Non. Si, c'est pratique en tout cas pour certaines personnes qui ne peuvent pas tout faire. Oui, s'ils ont une grande maison, c'est vrai que oui, quand on a une grande maison, oui. C'est très utile. Exactement. Voilà, vous allez en savoir plus tout à l'heure. Ah ben je vais suivre. Hein. Très bien. Alors, va-t il faire beau encore une fois? Et oui. la carte parle d'elle-même malheureusement. Oui, malheureusement, pas de pluie pour l'instant. Du tout. Pas de pluie pour les week-ends. Rien du tout, rien en vue. Le ciel est bien dégagé. La semaine prochaine, on verra bien la semaine prochaine. Très bien, on vous écoute Amel. Merci Amel, bon réveil à tous. Et pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur les régions de l'ouest et le centre. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, à l'ouest, au centre, également à l'est du pays. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers le Bécharoua, le Nord-Sahara, les Oasis. Et bien ailleurs, le soleil sera bel et bien présent, avec toutefois des soulons de sable, cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum 11 degrés à Djelfa, 13 à Albiod, 16 Constantine, 15 à Batna, 19 degrés à Naba, 18 à Alger-Oran, 15 à Tiaret, 17 à Tlemcen, également Béchar, Gardaya, 15 degrés à Biskra, 22 à Ilizi, Tamanrasset et Adrar, 23 à Tindou, 24 à Insalah et enfin 28 à 29 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents seront variables sur les côtes ouest et centre, mais de secteur est sur les côtes est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 18h23 et pour plus d'informations, vous pouvez voir les sites de Météo Algérie, les www.meteo.dz. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très bonne matinée.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi que merci. Ça a été rapide aujourd'hui. Julia, Bah oui, c'est pour faire la transition, évidemment. Non mais c'est elle l'a vrai que ça bien a, dit été, tout à l'heure. Elle m'a dit Julia. ça a été rapide. Hein. Oui. Ouais, bon. Et du jour comme ça, quand il n'y a rien à dire. Quand le ciel est bien, Et bien dégagé, clair, dégagé, voilà, tant mieux, pas de BMS quand même. Il faut faire attention quand Enfin, il y a tant des BMS. mieux, pas trop, mais bon, on aurait voulu Oui. quelques pluies. Non, les Même pluies, s'il y a c'est un tout, hein. BMS, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça aurait Il faut été faire bien. attention en tout cas. Ouais. On aura, j'espère, à annoncer bientôt les pluies. Inch'Allah. Inch'Allah. D'ici la semaine En prochaine. attendant, on vous souhaite une bonne journée. Merci Et Emel, puis bonne bon journée. week-end, hein, parce Oui. que bon, on vous retrouvera tout à l'heure à midi et Et 19h pour notre bulletin météo. Et ensuite, ça sera le Mina. repos. Mina Voilà. le week-end. Et Mina, qu'on retrouvera avec grand plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, on va vous laisser repartir avec une belle Alors, chanson. Le groupe Day qui chante Julia. Edjurulia. Allez, on y va.
Voilà, une musique et une chanson en tout cas très entraînante. J'espère que ça vous a mis du punch de bon matin pour nous suivre et nous, bien sûr, nous accrocher et vous accrocher. Eh bien, peut-être que la musique va détendre les personnes qui sont en petite déprime. En tout cas, c'est ce que va peut-être nous dire Aïda dans un tout petit moment. Sa rubrique psychologie, c'est chaque jeudi matin. Elle est là et on la retrouve avec grand plaisir. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Ça va? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. La musique fait partie justement de ces bonnes thérapies. Et comment? Surtout si ça a un lien avec les traditions, un rythme. Vous savez, on ne change pas de rythme musical du jour au lendemain. Hein. On a appris quelque chose, on apprécie. Il y en a ceux qui aiment le classique, jazz, il y en a ceux qui aiment l'andaloud. Donc les rythmes nous nourrissent de l'intérieur quelque part. Et puis ça projette sur des émotions. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit que la musique, elle parle, il faut l'écouter avec cœur. Avec le cœur. Voilà. Alors c'est vrai que si on est en déprime, ça serait pas très bon d'écouter de la musique un peu trop classique. Hein. Musique pareille peut-être, qui donnerait du punch. Oui. Mais pourquoi pas aussi une petite musique qui peut accompagner cette déprime. Cette déprime, les coups de blues. Un petit moment comme ça, là où ça va mal, on va dire, on a baissé un peu les gardes. Voilà, il y a des moments où on n'est pas vraiment au top de nos formes. Et puis, pourquoi l'étiqueter comme quelque chose de négatif? Attention. D'accord. Je crois que ça c'est parmi les choses ou les moments ou les étapes qui peuvent nous nourrir de l'intérieur. C'est un arrêt sur la vie, c'est un passage dans une vie de faire peut-être une petite déprime, un burn-out et une dépression où les personnes se posent plein de questions. Alors, voilà, une belle phrase comme ça qui m'invite à définir un tout petit peu la thématique d'aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment parler. Si on parle de la dépression, voilà, les bipolaires aussi, il y a des maladies. On en a beaucoup parlé, c'est vrai. Absolument. Ça, c'est une maladie à traiter et probablement qu'on peut aussi l'enrichir la prochaine fois qu'on pourra vraiment revenir sur la maladie, ses symptômes, comment la guérir. Est-ce qu'on a besoin d'un traitement médicamenteux ou pas? Comment vraiment frapper à la porte des professionnels? Qui est le plus plus fiable, ça veut dire la personne ressource qui pourra... surtout la déceler, hein, la bipolarité, c'est très si on parle de burning out, vraiment c'est brûler de l'intérieur. C'est vrai qu'on peut le retrouver dans le négatif ou positif. Burning out, on peut retrouver quelqu'un qui est dans l'euphorie, il est là, il explose plein d'énergie, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est en bonne santé mentale. Ça veut dire aussi qu'il est en train de courir, de brûler tout ce qui peut nourrir ses pulsions, son désir, sa joie de vie dans quelque chose qui est, paperasse comme une machine. Voilà, on va dire qu'il se brûle de l'intérieur pour pouvoir vraiment satisfaire un poste ou une place ou un statut. C'est quelque chose qui peut le nourrir. Ça, ces choses aussi, c'est une thématique qu'on pourra vraiment l'aborder. Aujourd'hui, je parle d'une déprime. Pour ne pas dire la dépression, et puis voilà, c'est quelque chose qui nous habite et puis c'est cyclique. Pourquoi ne pas dire, voilà, on va pas l'étiqueter comme quelque chose qui est plutôt expérience qu'on peut la vivre dans un moment et puis voilà, on reprend la vie le plus normal possible. Plutôt dire que dans la vie, il y a des pulsions de vie, là, ça nous nourrit, si je choisis un tout petit peu de concept de la théorie, et puis voilà, tout ce qui est libidinal, quelque chose qui nourrit un peu nos pulsions. On aime manger, sortir, le lien, la joie, l'amour. Il y a beaucoup de choses qui nous nourrissent de l'intérieur. Il y a des pulsions de mort qui font qu'on est plutôt agressif, on n'est pas d'accord, on est négatif surtout. Voilà. Et puis, il n'y a pas le positif total, il n'y a pas aussi le négatif. On a quand quelque chose de l'équilibre. La bonne santé, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Ça veut dire, je peux être... Voilà, aujourd'hui, il ne me parle pas, je ne suis pas bien. Voilà. Ça peut se comprendre comme ça. Ou, voilà, mettre des places limites avec les enfants, le mari, le conjoint, les gens proches pour leur dire j'ai passé un moment difficile, il y a quelque chose qui ne va pas et puis je n'ai pas la force et l'amour pour vous offrir ou pour vous donner encore. Et ça se construit, cette dynamique, c'est prendre conscience de soi-même et puis de pouvoir équilibrer entre ce que je peux faire ou ne pas faire et comment je peux vraiment m'installer dans le... Est-ce que justement c'est une étape importante à surveiller parce que bon, si on dit déprime, burn-out et si c'est avec un accompagnement, bien sûr, professionnel, médicalisé, etc. On arrive peut-être à s'en sortir, mais ça reste une période critique. Absolument, critique, et puis ça peut bousiller, ça peut rendre la vie toxique, ça peut nous faire perdre beaucoup de choses. Alors, le simple fait d'étiqueter ça comme, voilà, grave, c'est pas... Et puis dire, tout va mal, il y a quelque chose...
tout est gris, on n'a plus goût, je ne sais pas, je ne peux pas, Il y a quelque chose comme ça qui bousille cette dynamique pour pouvoir vraiment retrouver l'énergie, retrouver la force de pouvoir rebondir et puis de construire à nouveau. Je crois que Alors, regarde, si je simplifie un tout petit peu, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans le week-end. Juste l'arrivée du week-end, on a quelque chose comme ça qui se relâche. Hop, l'euphorie voilà. du week-end, Voilà. le repos, etc. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe le lendemain? Voilà, c'est la reprise. Est-ce que je vais reprendre un peu le même cadre avec les mêmes tâches? Je n'ai pas fait ça, j'ai plein de dossiers à faire. Voilà, il faut contacter. On rentre dans la déprime parce qu'on va reprendre le boulot. Vous voyez un tout petit peu. Ou par exemple, on va dire, ah, ça va tourner encore en rond, je n'ai pas envie de revenir à ça, je n'ai pas. Ou par exemple, si les familles, il y a des familles qui changent de wilaya pour pouvoir retrouver leurs enfants, leur famille, leurs parents. C'est pénible. Les quitter et puis voilà, prendre le départ pour pouvoir. Il y a quelque chose dans cette dynamique, dans ces émotions qui nous habitent tous, dans le oui, non, je vais changer ou pas, cette déprime qui nous habite. Alors si on ne prend pas conscience, et c'est pour ça que voilà, le commencement de toute histoire, c'est de pouvoir vraiment dire qu'est-ce qui ne va pas, comment je vais vraiment... qui suis-je et comment je vais vraiment toucher du doigt de près quelque chose qui va m'aider à m'en sortir. Il y a des familles, par exemple, des personnes, on va simplifier encore, hein. Le week-end on fait grasse matinée, donc on déborde un tout petit peu, on veille un tout petit peu, le lendemain avec la reprise, on a mal dormi, peu de sommeil, on est fatigué, on n'a plus envie de voilà, des gens, voilà. Il y a quelque chose dans les rituels, dans cette manière de construire, ça c'est pas rien du tout, ça rend toxique. Ça, si on fait pas très attention, on n'a plus l'énergie, on n'a plus la force de pouvoir vraiment construire les choses, surtout si on a des enfants, des familles, surtout si on est responsable. On est éreinté. Et peut-être l'installation de cette routine fatigue et provoque peut-être cette petite déprime passagère. Et comment s'en sortir justement? Comment déceler tout cela? D'abord, c'est de voir notre rythme un tout petit peu. Si on laisse ménage tout, l'organisation du jour, la veille, il faut repasser, il faut cuisiner, il faut acheter, il faut faire, voilà, ça sert absolument à rien de s'empoisonner la vie comme ça, de choisir de vraiment comprendre qu'on a des tâches, ça on est obligé de les faire. Vaut mieux les dispatcher un tout petit peu sur le cadre de la semaine pour pouvoir vraiment trouver le bon espace de pouvoir se libérer. De se projeter un tout petit peu avec force dans ce qui va venir. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne sais pas, je vais le faire. Il faut vraiment prendre les limites. Il ne faut pas vraiment s'aventurer avec je vais avec quelque chose qui peut vraiment nous obliger de pouvoir tout faire et puis d'assurer le tout. Ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui nous manque énormément ces derniers temps, c'est le rayon de soleil. Quelque chose, il faut vraiment choisir le cadre. On se ressource peut-être avec une cérémonie, on se ressource avec une sortie. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, ça n'a pas été le cas. Et donc, beaucoup de personnes se retrouvent dans un cercle vicieux, c'est-à-dire travail, maison, les enfants, les courses, etc. Et la maladie avec son lot aussi de mauvaises nouvelles, malheureusement. Casser un tout petit peu, chercher cette verdure dans la nature qui nous a toujours habité, les images, tout ce qui est naturel. Le rayon de soleil, ça guérit de l'intérieur. Vous avez parlé de la musique, le rythme. Mais voilà, vous avez donné à l'audition sa part, donné à l'œil sa part aussi. On a envie de changer de cadre, de changer de sortir un tout petit peu dans cette phase pour casser et puis se ressourcer. Et puis ne pas trop s'empoisonner. J'ai laissé le dossier là, je n'ai pas cuisiné, je n'ai pas fait. Prenez le temps le temps de qualité pour pouvoir vraiment vivre un moment de bonheur, de joie, de quelque chose de naturel. On est naturel. S'oxygéner, sortir quand on peut, en pleine nature. Avec peu de moyens, vous savez, une petite marche de 30 minutes et puis un petit circuit qui sort de l'ordinaire du quotidien et puis retrouver quelque chose qui pourra nous donner cette boule d'oxygène. Oui, elle est la bienvenue pour le moment parce que il faut vraiment combattre ça. On a beau à dire... Les bonnes nouvelles sont bienvenues aussi. Absolument. Ça revigore un petit peu. Exactement. Et ça aide à continuer. Exactement. Alors voilà, si on va dire un petit tour autour de la question, il faut se nourrir. Il faut se soigner. Il y a des gens qui ont mal, mais ils vont supporter le mal parce que ils ont peur. Ça, c'est quelque chose qui peut empoisonner, qui peut nous donner une déprime. Cette souffrance et ce mal du corps peut, bien sûr, piétiner sur notre santé mentale et peut un peu bousiller les choses. Se nourrir, se soigner,
s'offrir un moment de plaisir et puis mettre l'arrêt, qu'on n'est pas dans le parfait, qu'on n'est pas la vie haut et bas. Voilà, peut-être sortir, peut-être écouter une bonne musique, peut-être regarder un beau film, lire aussi, ou carrément sortir, peut-être s'offrir une petite virée en famille. Ça peut réjouir un petit peu et donner du baume au cœur. Oui, parce que cuisiner peut-être un bon repas, réussir une recette, et tout le ça, partager avec d'autres. Le partager. Oui, ou alors avoir une augmentation. Peut-être ça booste encore une fois. Faire du shopping, ça booste aussi. Absolument. Voilà, ce sont des petites solutions qui sont pas excessives, mais bon, en tout cas, pourquoi pas réussir à s'en sortir. Voilà, c'est toutes les clés que vous nous avez offertes ce matin pour décoder un petit peu ce mal-être momentané, on va dire. Absolument. Merci. Alors, on m'envoie en régie, voilà ce qui remonte le moral. Ah, oui. Peut-être, oui. Manger. C'est Nassima, notre script, qui dit, voilà, remonter le moral avec un bon hamburger de bon matin. Des fois, les enfants disent, j'ai envie de prendre des frites, ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Et vous savez, ça peut guérir aussi. J'en connais qui aimeraient bien manger un hamburger de bon matin. Voilà. Merci beaucoup, Aïda, pour tous ces conseils. Merci à vous. On vous souhaite un bon week-end. Merci. Ressourcez-vous bien. Très bien. En attendant dimanche. Très bien, la reprise. Inch'Allah. Allez, bon courage à vous. Et puis, on vous retrouvera avec grand plaisir dès jeudi prochain. Inch'Allah. Voilà. On continue. On va beaucoup parler donc des mesures barrières, cette fois-ci du côté donc d'El Hamiz à Alger. Et puis, bien entendu, on va aussi voir les gestes barrières. On y va. Respecter les mesures barrières, un comportement qui s'impose de plus en plus dans les lieux publics, notamment dans les marchés, comme c'est le cas ici au marché Al-Hamiz. Nous respectons le protocole sanitaire, nous portons tous des bavettes, mais certaines personnes oublient parfois de se protéger. Il est impératif de limiter le nombre de personnes dans les magasins. Il faut se protéger et protéger les autres. C'est vraiment égoïste de ne pas suivre les mesures nécessaires comme le port du masque, les gestes barrières et le confinement en cas de maladie. C'est la seule façon de baisser les cas de contamination. À présent, les gens sont conscients. La majorité porte des bavettes. Il reste une petite minorité qui ne respecte pas encore le protocole sanitaire. Même si depuis quelques jours, les cas de contamination ont baissé considérablement, certains continuent toutefois de négliger les mesures barrières, notamment dans certains commerces. Retour sur le plateau, nous allons accueillir comme il se doit Djaoudet Gassouma. Chaque jeudi matin, il est parmi nous, il vous offre une lecture, il vous offre un univers donc littéraire qui va vous donner envie de vous évader. Ben, c'est le cas, n'est-ce pas aujourd'hui? Voilà. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, oui. La forme. Il faut avoir la forme, comme nous dit Aïda. Alors on va parler d'un sujet très intéressant qui allie le 7e art et la littérature, cinéma. Qu'est-ce qui a été dit sur le cinéma? Qu'est-ce qui a été écrit sur le cinéma? Voilà, donc on sait tous que le cinéma algérien
même s'il a commencé avec la cellule GPR audiovisuel, a eu après vraiment été la Mecque, c'est la Mecque des révolutionnaires, c'est la Mecque du cinéma. Donc on avait beaucoup de super-héros du cinéma et c'est pas ceux de... et là donc on a eu aussi des personnages qui ont intégré, si vous voulez, ce côté quasi mythique, puisqu'il y a eu toute une évolution. Et donc à travers un peu tous ces personnages, acteurs, réalisateurs et tout, qui ont fait les beaux jours du cinéma algérien. Il y a Boudjema Karesh. Boudjema Karesh est un personnage mythique, donc qui était d'abord témoin, animateur de la Cinémathèque au musée national du cinéma algérien, et après il est devenu lui-même un personnage justement de cette... Incontournable du il cinéma. a atteint la mythologie, si vous voulez, notre mythologie du cinéma, et donc c'est un personnage, c'est vraiment un personnage coloré. Ceux qui ne connaissent pas Boudjema ne connaissent pas bien sûr son amour pour le cinéma et tout ce qu'il a fait aussi pour attirer le public vers le cinéma. Ceux qui ne le connaissent pas doivent lire ses livres. Parce que c'est quelque chose qui est resté fixé dans l'histoire. Donc Boudjema Karesh, je rappelle, il est écrivain, il a été acteur, il a joué dans Les Aventures d'un héros de Berzak Alouesh, L'homme qui regardait les fenêtres de Mohamed Bouammari, Les Aventures d'un héros, L'homme qui regardait les fenêtres, Premier pas, et donc là après il a commencé à écrire. Donc il est né en 1941, il a une licence en droit, il a acquis une licence en droit à la faculté d'Alger, et ensuite il a succédé à Ahmed Hussein, qui était le premier directeur de la Cinémathèque d'Alger. Donc il commence à activer dès 1971. Dès 1971, il commence à activer au sein de la Cinémathèque, et en 1978, officiellement, il prend la tête de cette Cinémathèque, et il y restera plusieurs décennies. Il avait un charisme. Un charisme, incroyable. Une érudition sans pareil, une érudition totale, pas seulement consacrée au cinéma. Et voilà, la Cinémathèque, c'était quasiment 1000 personnes par jour, avec 5 ou 6 films diffusés. Et des films, évidemment, de haute facture. C'était souvent cinéma art et essai avec des cycles incroyables. On y reviendra une autre fois avec la saga de la Cinémathèque algérienne, ça c'est en préparation. En 2015, ils ont commémoré, ils ont célébré cette saga, et on y reviendra plus en détail. Et Boudjema Karesh était un personnage ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a rejoint notre panthéon des personnalités qui ont marqué qui rejoignent la fiction voilà, parce qu'il a marqué par son passage. Et donc il va se manifester. Ce n'est pas juste l'animation d'un musée du cinéma ou l'organisation de spectacle, programmation, c'est beaucoup plus que ça. Il est même animateur, si c'est un cercle culturel, intellectuel. On ne peut pas parler, par exemple, de la Cinémathèque et ne pas parler de Momo. On ne peut pas éviter de parler de Youssef Chahine, on ne peut pas éviter de parler de Samban Ousmane. Tous ces gens-là, de Joseph Losey, par exemple, de Von Sternberg. C'est un passionné de cinéma, Il a partagé sa passion avec d'autres. Il les a invités à être pareils. Voilà, donc Alger était à l'époque vraiment... C'est-à-dire, vous pouviez rencontrer dans les années 60, à la fin des années 60 par exemple, jusqu'à 70, des gens hallucinants. C'est-à-dire, on avait Eldridge Cleaver avec Angela Davis. C'est-à-dire les Black Panthers. Rien que ça. C'est-à-dire, voilà, vous pouviez rencontrer jusqu'aux années 90, où il y avait par exemple Gad Elmaleh qui fréquentait beaucoup. Il a commencé son parcours avec Merzak Alouesh, avec Salih Cousin, avec Coco. Et on ne peut pas parler par exemple de
en évitant Dambarak, l'arc-en-ciel, tout ça, Aziz Boukourouni, qui est devenu un comédien illustre, Aziz Dga, tous ces gens-là. Kamel Dahan, qui était aussi un habitué donc par exemple, de la cinémathèque, qui se nourrissait de films. Et qui sont devenus par la suite de grands réalisateurs. Des grands réalisateurs et aussi des gens qui étaient plutôt bien placés dans le cinéma, même dans les rouages, si vous voulez, officiels, parce que c'est un parcours, un cheminement, et donc, voilà, un aboutissement. Et donc, Boudjma Akarash n'est pas resté les mains libres comme ça, et il nous a produit un livre en 2005, c'est Un jour un film. Donc Un jour un film, il faisait des chroniques dans les journaux. Je me souviens qu'il nous ramenait une fois par semaine un article. Plusieurs articles. Il était prolifique. Il était prolifique, et là il parle du cinéma polonais, il parle de Wajda Polonski par exemple, il va parler du FESPACO, il va parler de Amor Kar par exemple, L'Enfant des Aurès, il va parler de tout, vraiment de tout sur ces chroniques. Et quand on s'en réunit, ça devient un corpus sur le cinéma. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment un livre, bon, il a été édité aux éditions Jazz, il avait encore à l'époque un éditeur. Et donc là, c'est très intéressant. Un jour, un film, c'est vraiment un témoignage sur une grande période du cinéma. Et lui, il couvre vraiment, depuis sa création à et il explique nos jours. tout. Il explique tout, il raconte. Le cinéma. Il y a un caractère anecdotique très intéressant, c'est souple, c'est très sobre dans l'écriture, mais d'une efficacité sans pareil. Et ça nous donne envie de comprendre le cinéma algérien. Samia Khorsi, Hasiba Khorsi, qui est une amatrice à nos jours de tous les arts, a dit ce sont des livres à voir. À voir, exactement. Et non pas à lire. Et donc c'est très intéressant. Là ensuite, en 2009, il va revenir avec un compte d'auteur. Là, il n'a plus d'éditeur. Et parce que je pense que les éditeurs pensaient que des livres sur le cinéma ne ça n'intéressait pas. Et pourtant. Alors que lui, il va cristalliser toute une série de témoignages. Il va mettre juste un mot. Et il va raconter un tout petit peu la saga personnelle la cinémathèque. La cinémathèque. Toutes ces belles rencontres. Voilà, à travers cette saga, vous allez voir Akira Kurosawa, vous allez voir Robert De Niro, vous allez voir Samban Ousmane avec une voix terrible qui fait des réflexions avec une répartie dingue. Vous allez voir Youssef Chahine, les débats ont joué à la cinémathèque, toute cette animation, toute cette activité, et aussi des personnages, Wafia, Sassia, qui sont ces personnages, et leur égérie qui est Khadra. J'allais le dire. Évidemment, vous ne pouvez pas éviter Dambarak, l'arc-en-ciel, la rue Tanger, Mogador et tout ça. Et Khadra qui est une ouvreuse de cinéma. Et là, Boudjma Akarash va nous dire qu'elle est une ouvreuse du chemin, parce que j'ai jamais vu, j'ai fréquenté les cinémas depuis plus de 30 ans, et je peux vous jurer qu'à part Khadra, j'ai jamais vu une ouvreuse. À l'époque, on les appelait les placeuses. Elles venaient avec leur blouse blanche et leurs mains dans la poche avec une pile Mazda. Elles vous montraient le chemin dans les petits vieux cinémas interlopes dans lesquels on était. Et elles s'en foutaient de nous dire, voilà, c'était le film. Mais Khadra, c'est quelque chose. C'est quelqu'un, elle a aussi travaillé après au HCA. Donc avec un poste elle a un charisme, elle aussi. Intéressant, et un charisme de folie. On ne pouvait pas, par exemple, lui lancer une blague. C'était une femme très austère. Et après, quand vous lui posiez une question, le film, et elle vous répondait, mais incroyable, elle vous faisait une critique du film, c'était de la folie. Donc c'est un personnage qui a beaucoup aussi enrichi. Compté pour la cinémathèque. Et donc, elle ne faisait pas que placer les gens ou comme ouvreuse de cinéma, mais elle a aussi acquis tout ce savoir-faire.
et cette érudition autour du cinéma. Elle a eu de participer belles amitiés aussi, de belles amitiés intellectuelles aussi avec toutes ces personnes qui de résilience, ont fait, bien parce qu'elle a sûr, la formé culture algérienne. un enfant, elle a été élevée en orpheline, et elle a élevé un enfant qui est devenu ingénieur, c'est-à-dire toute seule et tout. Et ça c'est... Je l'ai vu souvent. Ça fait... très proche des enfants aussi. Voilà, très proche des enfants. Elle disait, pour paraphraser Boudjma Akaresh, que le cinéma, la cinémathèque, bon, mais le cinéma en général, c'est l'université de demain. Donc, il faut vraiment plaider pour un retour de ce cinéma avec l'efficacité, puisqu'avec tout le c'est comme une académie. Le florissement des jeunes cinéastes, des jeunes amateurs de cinéma, je peux dire que probablement il y a de fortes chances qu'on ait notre public qui revient et tout. Et donc, voilà, donc juste un mot de Boudjma Akaresh, délivré, édité à compte d'auteur, et vraiment toute une saga sur, donc c'est juste un mot, une saga sur un peu le cinéma. Ça, c'est des images de la cinémathèque, avec tous les cycles, mais de folie. Les affiches de cinéma. Il y a eu des cycles sur l'affiche du cinéma, sur le cinéma et le clown, sur le cinéma et le cinéma muet. Il y a eu des affiches sur le cinéma polonais, des cycles Là, c'est au début, c'était les cellules du GPRA avec Cécile de Cugis. Là, c'est Cécile de Cugis qui s'est quand même tapé 2 ans de prison pour ses positions, parce qu'elle avait loué... Au début, on disait que c'était à cause du film sur les réfugiés, mais là, c'est en fait parce qu'elle a loué en son nom pour des gens du FLN à l'époque à Paris, et donc c'était 2 ans de prison. René Vautier, c'est plusieurs années de prison pour ce qu'ils ont fait sur les réfugiés, Saïd Sidi Youssef, avec Jamal Chandarli, Pierre Clément, tout ça. C'est vraiment une grande histoire, la cinémathèque algérienne et le cinéma algérien en général, parce que la base c'était à Ben Aknoun, là où après il y a eu l'ANSIC et le CAIC, et la cellule GPRA a vraiment contribué à créer ce cinéma. Ensuite, la cinémathèque c'était devenu au fur et à mesure AREC, et donc là aussi avec des réalisateurs illustres comme Mohamed Bouamari, ou Boudjma Akaresh, dans son 3e livre paru en 2012, va nous dire, va nous livrer l'héritage du charbonnier, vie et œuvre de Mohamed Bouamari. Et là, vous êtes en face d'un personnage aussi haut en couleur. Alors, il a commencé vers 71, le charbonnier, qui est un peu une mise en abîme d'un charbonnier qui a peur de l'arrivée du gaz. Et là, on a le rural, on a l'aspect rural, le militantisme, le débat, le pour et les contre, le pour et le contre, et toute une élaboration autour de ce charbonnier qui obtiendra le Tanit d'or à Carthage et le prix Georges Chadou, le Festival de Cannes quand même, ce qui n'était pas rien. Et Mohamed Bouamari va livrer toute une série de films qui sont fulgurants, aussi fulgurants que l'était sa personne. C'était vraiment un peu notre Fellini à nous, version réaliste. Parce que Fellini est un peu surréaliste aussi dans son abord des choses. Mais Mohamed Bouamari, ancré dans la réalité et un personnage d'une truculence extraordinaire. Un film à voir. Un film à voir. C'est un beau lapsus que vous venez de faire. Un livre à voir. Et tous les films, évidemment, à prendre vraiment comme des leçons de cinéma. Et évidemment, même Boudjma Akaresh ne pourra pas séparer Mohamed Bouamari l'œuvre de Ftouma Ousliha, qui n'est pas seulement une héroïne de cinéma, mais qui a été une héroïne, une compagne dans la vie, et c'est très important. Donc vraiment, Boudjma Akaresh, un jour un film, juste un mot, et l'héritage du charbonnier, il faut vraiment les prendre dans la suite et les lire. On peut les trouver partout, ils se trouvent partout, et c'est super intéressant. Je dirais juste qu'un jour un film est un livre un peu plus intellectuel. Vous avez vraiment des choses très précises, très intellectuelles. Pour les anecdotes, on a le premier, juste un mot, et l'héritage du charbonnier, parce que à travers ces livres, même s'il parle de Mohamed Bouamari,
dans l'héritage du charbonnier, il parle aussi du contexte de l'époque, de la difficulté de faire des films, de la distribution, la diffusion, et aussi des expériences humaines qui étaient vraiment formidables, uniques. Et voilà, et chaque période. Et de belles amitiés se sont créées grâce à cette rencontre cinématographique, bien sûr. Juste pour l'anecdote, les débats avec Momo étaient colorés, par exemple, où il avait repéré dans un film de Sam Ben Ousmane que l'image n'était pas faite par le réalisateur. Tellement ils étaient pointus dans l'analyse. Et il a dit, et il s'est avéré, quand on a posé la question à Sam Ben Ousmane, je crois qu'il était malade, il avait dit effectivement j'avais un assistant qui avait filmé la deuxième scène. C'est pour vous dire la finesse du débat qui était politique, qui était social, qui était d'un réalisme absolu et voilà d'une grande force. Et ça mérite de revenir, puisque nous avons en réalité plus de moyens aujourd'hui de faire revenir ces choses. Il y a certains clubs qui réussissent en tout cas à continuer le chemin, bien sûr, donc de du Marrakech, avec aussi des belles initiatives comme ça de cycles de cinéma. En tout cas, on les salue pour l'effort qu'ils font. Merci pour cette belle thématique d'aujourd'hui. C'est eux qui nous font exister. Merci à vous, Jawdet. En tout cas, c'est des livres à voir, comme je l'ai dit. Et des films à voir aussi, parce qu'il y a dans tout ça, il y a de très beaux films qui restent des classiques. Merci à jeudi prochain. Jeudi prochain. Bon week-end, reposez-vous bien. Et puis en attendant, bien sûr, une belle thématique pour la semaine prochaine. On continue. Cette fois-ci, je vous invite à suivre ce reportage, le site donc archéologique de Timgad. On se retrouve juste après. Surnommée la Pampéie de l'Afrique du Nord, Timgad fut créée en l'an 100 après Jésus-Christ par l'empereur Trajan, sur le versant nord des Aurès, dans un site montagneux d'une grande beauté. Colonia Marciana Tamugadi, c'est son appellation d'origine. S'étendant sur une superficie de 90 hectares, avec ses temples, ses thermes, son forum et son théâtre, Timgad offre l'exemple achevé d'une colonie militaire romaine fondée pour servir de campement à la 3e Légion Auguste. La cité comptait un peu plus de 15 000 habitants, soit 300 personnes par hectare. Cette ville était prospère grâce à son agriculture. Le peuple Tamugadi était par ailleurs un peuple aisé et vivait dans l'opulence. Les grandes bâtisses comme ces villas en sont la preuve. Colonie forte et prospère, Timgad se devait de donner une image saisissante de la grandeur romaine en terre humide, avec des édifices entièrement construits en pierre de taille, fréquemment restaurés. Une ville qui témoigne de la grandeur de cette civilisation. Autre site archéologique d'importance, le théâtre antique qui date du 1er siècle de notre ère. Un site où on célébrait des cérémonies païennes et religieuses. Dans la ville de Tamugadi, il existe de nombreux artefacts qui témoignent de l'intérêt accordé au théâtre par cette civilisation. La bibliothèque est caractérisée par une architecture africo-numidienne, opus africanum. Ici, l'on peut voir un mélange entre la civilisation numidienne et la civilisation romaine. Une ville d'une grande beauté et qui cache bien des secrets. Pour en découvrir quelques-uns, nous nous sommes rendus au musée de Timgad. Ici, on peut voir des objets antiques aux grandes symboliques, comme ces pièces en poterie. Mais le musée doit surtout son importance à sa rare et inestimable mosaïque d'1,12 m² qui en fait l'unique musée à conserver parmi sa collection une aussi grande aire de mosaïque. De retour sur le plateau, après ces belles images, on va s'intéresser bien sûr à l'emploi, au marché de l'emploi. Ici en Algérie, avec cette conjoncture difficile, chaque année on fait un bilan. L'année dernière, nous avions reçu Emploitique pour faire un bilan justement du marché de l'emploi. Ça continue. Cette année aussi, 2021 est très importante. Ça y est, c'est passé. Il faut s'arrêter un petit peu sur ce qui a été donc fait, ce qui a été donc donné et quels chiffres on a pu enregistrer. Emploitique l'a fait, en tout cas pour nous. Il va nous décortiquer un petit peu tout cela. Avec nous, Yasmine Hadj Ahmed, bonjour.
Bonjour. Bienvenue parmi nous. Ravie d'être parmi vous. Là, Selmek, ravi pareillement. Vous êtes responsable de la communication au niveau emploitique. En tout cas, un service très important puisque aujourd'hui, le marché de l'emploi draine énormément de monde et fait rencontrer les uns et les autres l'employeur, les employés et les jeunes universitaires qui sont aux aguets concernant un emploi sûr et définitif. Exactement, exactement. Donc en fait, il y a eu un petit renouveau, une belle dynamique en fait du marché de l'emploi en 2021. Nous avons enregistré une hausse de 29% par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année 2020 où nous avions rencontré une baisse d'à peu près 70% durant le premier trimestre 2020. Ça, c'est les effets, l'impact de la pandémie, la crise coronavirus. Donc, il y a une belle progression. L'année 2021 était l'année de l'adaptation des entreprises, l'année de la résilience. Donc, les entreprises ont eu le temps, durant une année, de recevoir le choc de la Covid, d'adapter leur stratégie et d'aller de l'avant, en fait. Voilà, on était bien obligés. On a essayé de suivre la courbe, justement, et faire comme l'ont fait les pays avant, qui ont reçu cette vague de pandémie bien avant nous. On s'est donc adapté au marché de l'emploi, donc beaucoup de télétravail, beaucoup aussi de micro-entreprises qui ont dû fermer. Malheureusement. Qui ont dû fermer, beaucoup de secteurs aussi qui ont été vraiment très impactés. Nous avons par exemple le secteur des services, le secteur du BTP qui ont été impactés à respectivement 74 et 72%. Le BTP. Exactement, enfin le BTP était déjà impacté il y a quelques années de cela déjà. Et le secteur des services aussi a été très impacté. En fait, en général, 65% des entreprises ont été impactés en général par la crise Covid. La priorité en 2021 comme en 2020 était la préservation des emplois avant en fait de penser à recruter. À peu près la moitié des entreprises que nous avons interrogées se disent avoir comme priorité la préservation des emplois et seulement 38% des entreprises sondées comptaient en fait accroître leur recrutement. Oui, c'est très difficile parce que cette pandémie a vu faire un choc, un déséquilibre au niveau donc, du marché donc, de l'emploi et surtout l'émergence économique d'un pays a été fragilisée. Partout dans le monde, ça a été fragilisé, ça a été impacté par cette pandémie. Aujourd'hui, un retour très doux, peut-être à la normale, très timide à la normale. Et bien qu'aujourd'hui, le message du président, justement, c'est la relance économique avec même cette pandémie. Donc, il faut faire avec, vous l'aviez dit d'ailleurs, on a dû s'adapter timidement et faire avec. Aujourd'hui, on fait toujours du télétravail. On fait toujours du télétravail. On se protège. Absolument. Les entreprises sont aussi dotées aussi de surveillance au niveau donc, de leurs employés pour voir si les employés sont Covid ou pas. Il faut arrêter la propagation du virus. Tout ça, ça fait partie. Ça fait partie exactement. Donc là, on fait beaucoup moins de télétravail, peut-être, comparé aux premières années où nous n'étions pas familiarisés avec ce virus, avec la dangerosité de ce virus. On était vraiment aux aguets. Maintenant, les entreprises se sont, comme vous l'avez si bien dit, adaptées. Là, il y a plus, on est en train plus de sonder le bien-être des employés, quel est le moral de ces employés suite à cette crise, parce que notre morale en tant que personne déjà a été fortement impactée. Et en fait, la priorité aussi maintenant des entreprises, c'est de voir le moral de leurs troupes et d'essayer de les motiver au maximum afin de maintenir un certain seuil de productivité et pourquoi pas évoluer par la suite. Voilà. Alors le secteur le plus impacté, je pense que c'est le secteur du tourisme, qui a un petit peu vu en baisse tous ces métiers, des personnes qui ont dû partir, changer de secteur carrément. Carrément changer de secteur. Il y a eu beaucoup d'agences de voyage qui ont fermé. L'activité du secteur de l'hôtellerie a complètement stagné durant cette période de pandémie vu les restrictions sanitaires. Maintenant, avec peut-être cette petite ouverture qui commence, cette petite brèche qui commence à apparaître, je pense que l'activité va se relancer petit à petit
récemment, nous avons de plus en plus de demandes des entreprises pour recruter à travers notre site. Donc, je pense que la relance aussi y est. Nous préparons en partenariat avec la CACI une enquête sur les perspectives de recrutement en 2022. Donc, c'est une enquête que nous avons menée en 2 éditions en 2021. Cette fois-ci, nous aurons des chiffres plus probants sur les perspectives de recrutement des entreprises au premier semestre 2022. Très bien. Est-ce que vous avez fait réaliser des enquêtes sur terrain, in situ ou avec aussi la formation professionnelle pour voir qu'est-ce qui était le plus apte aujourd'hui face à cette pandémie? Qu'est-ce qui était le plus demandé sur le marché de l'emploi? En termes de métier? Oui, en termes de métier. En termes de métier, en fait, ce qui est ressorti le plus... Le paramédical? Pas même forcément, non. En fait, le commerce, les métiers du commerce-distribution, les métiers de l'industrie et les métiers du marketing-communication sont les métiers qui ont été le plus demandés en 2021. Donc, c'était, je pense, entre 31 et 14% pour les 3 métiers donc de demande de la part des entreprises. Enfin, c'est selon les chiffres que nous avons recensés sur les offres d'emploi publiées sur le site Emploitique. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises telles que vous qui sondaient, qui offraient l'emploi, etc. Qu'est-ce qui a été fait aussi à votre niveau? D'habitude, c'est vrai qu'on a des rendez-vous fixes dans le domaine de l'emploi, des rendez-vous de salons professionnels, de recrutement, etc. Cette année, non, il n'y en a pas eu. Cette année et l'année d'avant, nous n'avons pas eu de... Enfin, l'année d'avant, nous avons participé à un salon virtuel. L'année 2021, nous n'y avons pas participé. Par contre, nous avons continué à être proches de nos chercheurs d'emploi, que ce soit la communauté de notre site ou les chercheurs d'emploi qui sont au niveau des universités. Donc, nous avons continué à animer des conférences en ligne pour les accompagner dans leur gestion de carrière, dans l'amélioration de leurs compétences. Nous avons aussi participé à des ateliers au niveau des universités, qui soient en présentiel ou en distanciel, toujours en format webinar. Et nous avons aussi participé aux salons de recrutement qui se tiennent au niveau des universités, des centres de formation. Voilà, beaucoup d'universitaires diplômés, fraîchement diplômés, cherchent comme toujours un emploi sûr et définitif. Exactement. Donc là, encore une fois, c'est très difficile peut-être. C'est très difficile, aujourd'hui. Oui. En fait, la demande d'emploi est nettement supérieure à l'offre. Sur les chiffres de notre site, par exemple, nous avons recensé 26 900 offres d'emploi, opportunités d'emploi qui ont été publiées contre 2 800 000 candidatures. C'est énorme. C'est énorme. En moyenne, une entreprise qui poste une offre d'emploi reçoit entre 250 et 300 candidatures. Donc, le marché de l'emploi est extrêmement concurrentiel pour les chercheurs d'emploi. Et donc justement, c'est pour cela que nous faisons un travail d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi afin qu'ils sachent mettre en avant leurs compétences auprès des entreprises et qu'ils fassent la différence qu'ils prennent le meilleur candidat. En fait. Donc, ce qui est dit, c'est qu'il y a des emplois précaires pour ces jeunes, par exemple. Ils recherchent des emplois rapidement et à durée peut-être déterminée. Pour les étudiants peut-être, mais une fois la personne au sortir de l'université, elle cherche une opportunité qui corresponde à son domaine d'études, et ce n'est pas forcément évident. Donc beaucoup de jeunes se dirigent vers d'autres métiers et ils apprennent sur le tas ces nouvelles compétences. C'est vrai. Beaucoup se lancent carrément avec bien sûr les aides aujourd'hui, avec l'ANAD, avec bien d'autres organismes qui les aident à se lancer carrément dans une micro-entreprise, des startups aussi. Des jeunes sont très aujourd'hui dynamiques dans ce sens-là et qu'ils s'en sortent facilement.
Exactement, exactement. En fait, il y a des candidats qui ont, des chercheurs d'emploi qui ont le profil entrepreneur. C'est-à-dire que même s'ils se mettent en entreprise, ils se sentiront frustrés, ils ne se sentiront pas épanouis en entreprise. Donc, ils affirment beaucoup plus leurs compétences et ils sont beaucoup plus utiles à la société, disons, en créant leur propre projet. Et justement, Emploitic a aussi accompagné un certain nombre de startups à travers une masterclass, à travers un accompagnement dans leur recrutement, dans leur mise en valeur aussi de leur image. Donc nous avons accompagné plus de 25 startups cette année, justement qui se lancent, des startups qui se lancent. Donc nous avons accompagné sur le plan recrutement et mise en valeur de leur image de marque. C'est magnifique. En tout cas, bon courage à vous. Et j'imagine qu'un secteur aussi qui a aussi beaucoup été touché, c'est celui de la culture. Donc là encore une fois, beaucoup de choses ont été annulées, donc des spectacles, etc. Donc ces personnes se sont vues peut-être sans emploi, des personnes qui travaillent dans la culture. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot. Un dernier mot. Emploitic est une entreprise qui vise en fait à connecter les chercheurs d'emploi et les entreprises. Donc nous sommes vraiment à disposition des entreprises et des chercheurs d'emploi pour tout accompagnement, surtout vis-à-vis des chercheurs d'emploi que j'invite à contacter. J'espère que nous nous rencontrerons très prochainement afin de voir ensemble les perspectives de recrutement des entreprises pour ce premier semestre 2022. Inch'Allah. Pourquoi pas. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci pour toutes ces explications et surtout ce bilan qui est indispensable aujourd'hui pour comprendre le marché de l'emploi ici en Algérie. Bonne chance à vous. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. On va s'intéresser tout de suite à un autre secteur, celui donc de l'agriculture, voir ce qui est fait, ce qui est donc nouveau dans ce domaine-là, avec un nouvel incubateur dans le domaine de l'agriculture. Mais avant, on vous invite à suivre ce reportage signé Fari El Hamdi qui s'est intéressé à la formation dans le domaine de l'agriculture, tout ce qui est donc coupe, bouturage et tout, etc. Donc c'est un reportage qui est fait du côté de Bni Slimane, près de Médéa. À 1h30 du centre-ville de Médéa, les champs de Bni Slimane étendent leur ondulation à perte de vue. La région est réputée pour ses terres fertiles. Une session de formation, un programme de renforcement des capacités humaines et d'appui technique a été organisé au profit des agriculteurs de ces régions, animé par les cadres techniques de l'ITAF de Benchikao. Bon, la région de Bni Slimane, c'est une superficie totale de à peu près de 20 000 hectares, dont 16 000 SAI, superficie agricole utile. La vocation principale de la région, c'est la céréaliculture et l'élevage. Mais avec les différents programmes du ministère de l'Agriculture, bien sûr, et les forêts, les agriculteurs ont commencé à adhérer aux plantations des arbres fruitiers, aux différents programmes dans les arbres fruitiers et principalement les arbres rustiques, tels que les oliviers et les amandiers. Théorie et pratique à l'œuvre dans la formation des agriculteurs. La première journée, on a fait une séance théorique au niveau de la salle où on a parlé, le sujet était la taille de l'olivier, les différents types de taille de l'olivier. Le deuxième jour, on s'est déplacé vers un agriculteur au niveau de la région de Sidi Rabia, une commune proche de Bni Slimane, où on a visité un berger oléicole où on a pratiqué la taille de formation et de fructification de l'olivier. L'oléiculture connaît un renouveau dans la région dans ce cadre. La maîtrise des techniques de taille, tant pour la formation des jeunes arbres que pour la reconstruction des sujets adultes, est un enjeu essentiel. La taille de l'olivier est indispensable pour optimiser la production des olives au même titre que la fertilisation. Je suis un jeune de Médéa, en stage pratique depuis quelques jours au centre. J'ai beaucoup appris dans le domaine de l'agriculture et de l'apiculture aussi. Et j'ai 5 diplômes. Et aujourd'hui, je compte exploiter la terre de mes ancêtres. Grâce à ce qu'ils ont appris, ces agriculteurs seront capables d'améliorer leur production en qualité et en quantité.
De retour sur le plateau, on a pu voir donc ce domaine donc de l'agriculture. On va y rester avec notre invité. Il s'agit donc de Monsieur Fazil Bouarièche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes consultant au niveau de l'incubateur Filaha Innov. C'est un nouvel incubateur. Ça fait 2 ans que vous y travaillez. C'est pour justement prospecter et surtout apporter de nouvelles compétences dans le domaine donc de l'agriculture et moderniser surtout avec des nouvelles startups qui s'intéressent à l'agriculture. Tout à fait. L'objectif, alors déjà l'incubateur s'insère dans une organisation qui est l'organisation Filaha, qui a disons 3 branches. Il y a le salon CIPSA qui est organisé tous les ans. Bon, il n'a pas été à cause du Covid ces 2 dernières années, mais qui est organisé depuis 20 ans. On a un think tank qui regroupe en réalité des cadres et des anciens cadres de l'agriculture, mais pas uniquement. Aussi d'autres industries, puisque moi j'ai fait ma carrière dans la technologie, mais je fais partie du groupe aussi de réflexion. Et on a aussi un incubateur. Donc on a décidé de créer un incubateur il y a 2 ans, 2 ans et demi, pour aider justement tous ceux qui veulent entreprendre dans l'agriculture, moderniser les process et surtout avoir une réflexion sur la chaîne de valeur et gérer un peu la complexité, mettre un peu de la modernité, du management. Et on en a besoin, hein, on en a besoin. Tout à fait. Ce secteur est un secteur très porteur dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons donc des techniciens, nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons donc des personnes qui seraient capables de mettre au profit ces services dans le domaine de l'agriculture. Absolument. Alors, pour vous donner une idée de l'économie algérienne, bon, on a l'habitude de voir les hydrocarbures en tête, mais si on réfléchit simplement, il n'y a pas que l'agriculture, mais l'agriculture est un secteur extrêmement important pour la diversification et la création de valeur. Surtout qu'on a déjà des briques en place. C'est-à-dire on a à peu près 2 millions de fellahs, on a des ingénieurs agronomes, on a 8 millions d'hectares de terre et on a de l'intelligence. Il faut simplement qu'on regroupe les bonnes personnes autour d'une table et aussi les bonnes organisations publiques et privées, les incubateurs, les investisseurs et vraiment essayer de structurer les choses. Pour vous donner une idée, sur un PIB de 170 milliards, si on prend ce chiffre-là pour le PIB algérien, vous avez presque 13% de la part de ce PIB-là qui vient de l'agriculture. La population rurale, c'est 11 millions de personnes. Si on est capable de connecter ce secteur-là à l'agroalimentaire uniquement, il y a d'autres possibilités, comme l'agriculture saharienne et autres. On est vraiment capable d'impacter très très sérieusement la production, le PIB et l'emploi. Voilà, avec l'agriculture saharienne qui est aussi un secteur porteur, mais avec prudence. Encore une fois, avec tout à fait. Voilà, avec l'eau, la raréfaction de l'eau. Bien sûr, il ne faut pas mettre n'importe quelle production agricole. L'idée, c'est effectivement de ne pas trop stresser les ressources hydriques qui sont très précieuses, mais il faut réfléchir à une stratégie pour créer aussi une dynamique dans le sud. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous voulez que je vous fasse peut-être un petit topo sur la direction, on va dire, stratégique. Très très clairement, le président de la République a réaffirmé l'importance du secteur. Et on le voit très concrètement sur le terrain. Enfin, moi je l'analyse comme ça, hein, je regarde comme un citoyen observateur. Vous avez au moins 2 grands axes qui sont très clairs. Si vous prenez les grands groupes algériens qui sont, pour les citer... dans l'agroalimentaire ? Alors, qui sont justement pas dans l'agroalimentaire, mais qui ont créé des filiales ou qui investissent dans l'agroalimentaire. Et c'est ça qui est un phénomène intéressant. Allez-y. Par exemple, vous avez Sonatrach, vous avez Madar Holding ou Cosider. Les 3 ont aujourd'hui soit une volonté, soit des filiales, soit des moyens qui sont mis en place pour développer l'agriculture. On a quelques secteurs, quelques filières, j'allais dire, stratégiques. Par exemple, tout ce qui est production céréalière, tout ce qui est oléoculture, la pêche, l'arboriculture, jusqu'à un certain niveau. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on voit une direction très claire du gouvernement avec des décisions et un suivi du président de la République sur cet axe-là, avec des grands groupes qui s'y mettent. Donc ça veut dire qu'on veut générer... D'abord une relance, mais il y a, si vous voulez, 3 ou 4 points importants. Les 3 ou 4 points importants, c'est qu'on veut avoir une sécurité alimentaire plus élevée, donc une production intérieure. Travailler sur l'export aussi. Réduire les dépenses en devises, donc ça revient aussi à produire localement.
relancer économiquement, diversifier l'économie hors hydrocarbures, donc l'agriculture, l'agroalimentaire, l'halieutique peut prendre toute sa place là, la pêche. Et vous avez tout ce qui est effectivement le développement de l'agriculture saharienne pour créer un peu de dynamique. Et il ne faut pas oublier la zone de libre-échange africaine qui peut être aussi une zone de débouché pour une production qu'on pourrait améliorer. Nous avons des comptoirs importants au niveau africain qui pourraient aussi servir notre agriculture. Tout à fait. Le point important avec lequel il ne faut pas que je finisse mais que je vous le dise, c'est que cette semaine par exemple a eu lieu une réunion au sein du ministère des micro-entreprises en présence du ministre délégué Nassim Diafat pour justement rassembler un certain nombre d'organisations. Donc il y avait l'ANAD, le ministère de l'Agriculture, il y avait Agrologue, nous en parlions hier d'ailleurs avec l'ANAD et justement l'octroi de ces nouveaux crédits pour pouvoir permettre aussi à travailler avec le ministère de l'Agriculture et d'autres organismes comme vous l'avez dit, certains, le BNEDER, etc. dans le domaine de l'agriculture pour faciliter le travail et donner l'occasion à des micro-entreprises de se mettre en place. Tout à fait. Et il faut encourager les jeunes à aller se renseigner auprès de l'ANAD parce qu'il y a non seulement des financements, on peut même aider ceux qui ne sont pas forcément du domaine mais qui ont peut-être un bagage intellectuel ou qui sortent des écoles et qui aimeraient investir dans ce domaine. Il y a même des fiches techniques toutes prêtes, il y a des experts qui peuvent les aider. Donc c'est vraiment une dynamique, à mon avis, qu'il faut suivre si on a envie d'investir. Le secteur de la pêche aussi est un secteur très porteur. Nous en avions parlé aussi. Ils travaillent avec le ministère de l'Agriculture pour en tout cas valoriser leurs efforts, tous les deux, dans le secteur de l'aquaculture, dans le secteur en tout cas, pour récupérer tous ces semences aussi dans le domaine de l'aquaculture qui seraient destinées à l'irrigation. Ça, encore une fois, ce sont des idées apportées par les deux secteurs ministériels, bien sûr. Et encore une fois, donner l'opportunité à l'agriculture de se développer. Vous avez cité quelques exemples peut-être de start-up qui aujourd'hui vont peut-être changer le monde de l'agriculture. Alors, nous, au sein de l'incubateur, on a quelques personnes qui s'illustrent. J'étais venu la dernière fois avec un des start-upers, mais j'en citerai un qui est du côté de Jlev, qui est Dr Nadré. Absolument. Alors, l'innovation, encore une fois, moi je répète toujours ça, pour qu'on soit très réaliste. Il ne faut pas toujours parler d'innovation au sens pur, au sens technologique du terme. On a besoin de revoir les fondamentaux, je pense, dans l'agriculture, que ce soit en aval ou en amont, sur l'agroalimentaire aussi. On a besoin de revoir la production, les indicateurs, la transparence. Parce qu'il faut voir ce qui se fait ailleurs aussi et toutes les erreurs qui se sont produites ailleurs à ne pas reproduire chez nous aussi. Absolument. On a, si vous voulez, on a un potentiel très franchement qui est énorme. C'est-à-dire il y a à la fois de l'intelligence, il y a de la terre, il y a de l'expérience, il y a une culture rurale qu'on a qui est ancestrale. Il y a le climat qui est extraordinaire. Il y a le climat qui y est. Il faut vraiment essayer d'organiser tout ça de manière très rationnelle. D'abord pour créer de la production locale et ensuite de dépenser le moins d'argent en le faisant et le moins d'eau aussi. Parce que l'agriculture consomme, si je ne me trompe pas, à peu près 70% des ressources en eau algériennes. Donc il faut quand même faire attention à tout ça. Tout à fait. Mais encore une fois, la voie est très clairement posée, la volonté est très claire du président de la République et du gouvernement. Je pense qu'on a encore une fois des incubateurs, des institutions publiques, des universités. Il faut qu'on monte en puissance dans la gestion justement de l'organisation de la complexité. Alors il y a aussi un autre domaine qui est donc un domaine de santé publique. Là, encore une fois, les engrais, les amendements qui seront aussi dangereux pour la santé humaine. On a vu des répercussions. C'est pas normal qu'il y ait autant de cancers aujourd'hui dans le monde. Tout à fait. À cause de ça. Alors aujourd'hui, il y a une pas récente, mais qui date un peu déjà, c'est-à-dire c'est une prise de conscience qu'il faut quand même assainir un peu tous les intrants dans l'agriculture.
Au sein de l'incubateur, absolument, on dit qu'on a 4 briques, c'est-à-dire on s'occupe de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de l'halieutique, et aussi de tout ce qui est agriculture naturelle, etc. Et l'idée, c'est quoi? C'est effectivement de s'éloigner de tous les intrants chimiques, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, disons depuis 45-46, il y a des lobbies mondiaux qui poussent peut-être pour une certaine consommation. Et aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'il faut éviter la suralimentation, parce qu'on n'en a pas forcément toujours besoin de 3 repas par jour. On peut faire le test. Le jeûne est très important. Voilà, on ne va pas crever de faim. Nous, on est musulmans jeunes, mais scientifiquement, je veux dire, c'est indiscutable qu'il faut un certain nombre d'hygiène alimentaire, etc. On parle beaucoup plus de sécurité alimentaire, là, hein, beaucoup plus. Aussi, et de santé publique aussi. Ouais, c'est très important. Vous aviez donc présenté une start-up justement qui travaillait pour les engrais naturels. Alors, tout à ça fait. aussi, ça a été une innovation dans ce domaine-là. Tout à fait. Nous avons dans l'incubateur des jeunes qui proposent des solutions avec des engrais naturels, biologiques, etc. C'est une voie très très importante aussi. Nous, alors je le dis modestement, on en est encore à l'état embryonnaire, mais c'est encore une fois important de contribuer chacun à sa place positivement, essayer de structurer les choses, de pousser les choses pour qu'on arrive à construire des édifices. Tout à fait. On a vu de belles expériences aussi à travers l'intelligence artificielle mise au service de l'agriculture. Encore une fois, ça c'est un autre domaine. C'est un autre domaine, c'est-à-dire que la tendance, encore un des critères de tendance globale, c'est l'introduction de la technologie dans l'agriculture, comme ça l'est dans beaucoup de domaines. Ça permet une économie extraordinaire. Alors, ça permet des économies, ça permet aussi de bien traquer les exploitations. Traquer, ça veut dire avoir des indicateurs. Surtout quand on a des serres chapelles. Tout à fait. Encore tout une à fois, fait. ça Il y a aussi, tout ce qui est serre intelligente. Et moi, je travaille personnellement sur un projet avec un groupe sur des solutions à proposer. Si on réussit, on va peut-être les proposer. Et l'idée, c'est encore une fois, si on prend conscience collectivement, parce que c'est pas juste une histoire de décision gouvernementale ou de privé, etc. C'est vraiment une intelligence collective nationale. C'est de revoir les fondamentaux simplement, introduire du management moderne, introduire de la technologie et essayer de travailler un peu plus en confiance et en complémentarité. Voilà. Et Je encore pense une que fois, ça, c'est une voie importante aussi. Très important. Encore une fois, on rappelle que ce secteur de l'agriculture est un secteur où il faut énormément travailler. Il n'y a pas de repos, il faut se lever tôt, il faut énormément surveiller. On rend hommage à tous ces fellahs, ces agriculteurs qui sont tous les jours à surveiller, que ce soit des domaines, donc dans le domaine de l'élevage, où il ne faut pas s'arrêter, là, encore une fois. Alors c'est vrai que c'est des secteurs, on va dire, travail intensif. Oui, travail intensif. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les moyens techniques pour faciliter le travail du fellah. Alors c'est vrai qu'il faut y introduire, encore une fois, de la vulgarisation, de la énormément formation, de vulgarisation, oui. Mais vraiment, aujourd'hui, vous pouvez piloter, vous ne pouvez pas vous asseoir à la maison et laisser la serre toute seule, ou l'exploitation toute seule, mais vous avez quand même pas mal d'outils. La main-d'œuvre est là aussi. Alors, la main-d'œuvre est là. Encore une fois, on a une population de à peu près 2 millions de fellahs, traditionnellement, mais on a aussi des entrepreneurs privés qui ont des exploitations plus ou moins grandes. Mais je pense que le message fort à envoyer, c'est que l'agriculture, avec les secteurs adjacents, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'halieutique, la pêche et tout ce qui est agriculture biologique, peut vraiment être un moteur important pour l'économie nationale. Et comment et c'est important de savoir que quand on investit 2-3 millions de dollars, on génère 25 à 30 milliards. Quand on investit 2-3 milliards de dollars, on en sort 25 à 30 milliards de dollars. Donc tout ça peut être un levier important, surtout dans une situation structurelle de changement de l'économie mondiale. Parce qu'il y a une rupture des chaînes logistiques mondiales, il y a des augmentations de prix sur les marchés mondiaux, et c'est très très important qu'on réfléchisse stratégiquement à internaliser un certain nombre de choses, de production, et pousser les jeunes à s'intéresser à ça, parce qu'on a des écoles de
de très bon niveau autour de ça. Voilà, il y a les ingrédients, il faut maintenant aligner les choses. Voilà. Et bien sûr, après la sécurité alimentaire, penser à l'exportation aussi. Alors, et tout bien à sûr, fait. L'autosuffisance pour le pays. Tout à fait. Et bien entendu. Aujourd'hui, je pense que les priorités, c'est effectivement la sécurité alimentaire et la stabilité interne. Il y a aussi la réduction de la consommation des devises, c'est-à-dire des importations. C'est ça. Et effectivement, si on arrive à bâtir, encore une fois, on a une partie de l'agroalimentaire qui est bien développée, qui peut exporter très très clairement. Nous avons des produits de qualité. Absolument. Il faut connecter les deux secteurs. Pourquoi? Parce que historiquement, on va dire sur les 20 ou 25 dernières années, ces deux secteurs ont été un peu séparés parce qu'ils importent beaucoup. Donc ils n'ont pas vraiment travaillé beaucoup ensemble. Et si on les fait travailler beaucoup ensemble, on va générer vraiment de la valeur ajoutée supplémentaire. Très bien. Mais en tout cas, j'espère que tous nos produits seront déjà bien présents sur notre marché. Donc, nous avons de bons produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout a augmenté. Donc forcément, les fruits et légumes ne sont pas peut-être à la portée de tout le monde, mais j'espère qu'aujourd'hui, avec peut-être plus de projets, plus de moyens, etc., on aura plus de production et en tout cas avoir aussi à l'exporter ces beaux produits. Merci beaucoup, monsieur Alors, si vous Fazi. me permettez de rajouter un dernier point, il y a un événement important qui est le CIPSA en mars 2022, qui n'a pas été fait en 2021 et 2020. À cause de la pandémie. Il va être relancé cette année à cause de la pandémie. Très bien. Alors, on attend beaucoup de gens et on aura aussi un stand pour l'incubateur et les startups. Très bien, on y sera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Je rappelle Fazil Bouayesh, vous êtes donc consultant au niveau de l'incubateur Filaha Innov. Bon courage à vous et merci de nous avoir si bien informés concernant ce secteur. Merci beaucoup pour votre invitation. Très bonne journée. À très bientôt. On continue notre émission. On va tout de suite s'intéresser à un autre domaine, les prestations de services, tout de suite avec nos prochains invités. De retour sur le plateau, nous avions parlé, je vous l'ai annoncé, si vous avez un problème, vous voulez faire de grands projets de nettoyage chez vous, vous avez aujourd'hui une nouvelle application qui est à votre disposition. Il s'agit donc de l'application Naqidari. Donc nous allons parler avec bien sûr ceux qui l'ont créée. Avec nous, on va commencer par les dames. Karima Rambi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc directrice générale du groupe de l'entretien et nettoyage des ménages, c'est cela, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Avec nous, c'est lui le gérant, on va dire. Nabil Karmia, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes dans le domaine depuis déjà bien longtemps. Vous l'avez créé à Londres, c'est ça, en Angleterre? Oui, on a extrapolé le savoir-faire anglo-saxon dans notre pays. D'accord. Et vous avez aujourd'hui voulu le ramener chez nous, ces prestations, ce savoir-faire, etc., puisque ça a bien marché
en Angleterre. Très bien, Vous oui, vous êtes dit, pourquoi pas chez nous? Oui, exactement. Et on compte aussi l'exporter vers d'autres pays africains et maghrébins. Et ça vous a pris énormément de temps pour la prospection, pour le travail et voir un petit peu comment évoluer ce secteur chez nous. Non, c'est une question de base de données de femmes de ménage, d'entretien, de jardinage. C'était une sélection à faire. Et vous avez touché un petit peu à plusieurs secteurs hein, et vous vous êtes aussi perfectionné peut-être dans ce domaine de nettoyage. De nettoyage, d'hygiène, on a même participé à des campagnes de désinfection contre le Covid. Voilà. Et puis, bien entendu, vous êtes aujourd'hui à la tête, bien sûr, de ce groupe et vous savez exactement les manques. Où sont les manques? Les manques, c'est par rapport à la base de données. C'est des femmes de ménage. C'est difficile un petit peu de recruter des agents d'entretien dans ce domaine. Donc, il y a toute une sélection, présélection. Et c'est pas un problème. On va dire, avec l'application, ce qui est facile, ce qu'on a voulu toucher, c'est l'agent d'entretien ne se déplace pas par voiture. Donc, c'est chaque commune, chaque quartier... c'est ce qui a été difficile. Oui. Voilà. C'est ce qui ça a été difficile donc, de chercher, de concrétiser. Oui, mais alhamdoulilah, ça va. Alors on va voir ensemble le reportage, puisque notre journaliste Sofiane Hamoudi vous a suivi, a vu un petit peu comment se mettait en place cette application. Regardez, c'est un sujet donc, de Sofiane Naqili Dari. Faire appel à des professionnels pour s'acquitter des tâches ménagères en un seul clic, c'est désormais possible grâce à Naqili Dari. Une application qui propose une multitude de solutions pour les corvées quotidiennes. Une fois l'application installée sur son smartphone, il suffit de suivre quelques étapes faciles pour trouver un service sur mesure. C'est une application facile, en première en Algérie, donc il suffit de télécharger seulement et de faire sa commande. Donc hormis le ménage et le grand nettoyage, on trouve aussi des services d'accompagnement des personnes âgées, des femmes couchantes. Une fois chez le client, après bien entendu une prise de rendez-vous, pas question de perdre une seconde. L'équipe de professionnels s'adonne à la tâche. Aucun détail n'est négligé. Donc j'ai un peu de travail. Donc j'ai fait appel à vous pour nettoyer toute la maison. Juste à l'application, Naqili Dari, donc ça me fait plaisir parce que c'est déjà rapide, ça veut dire que j'ai reçu la présence comme elle a été rapide. Donc là, j'aimerais juste que ça soit. يعني النقا نقي دارك هي احسن شيء. ان شاء الله تشوفوا الدار كيفاش راح نرجعوها يعني كيفاش راهي وكيفاش راح نرجعوها باذن الله ان شاء الله. Depuis l'apparition du coronavirus, certaines sociétés de nettoyage ont dû s'adapter à cette conjoncture et diversifier leurs offres en proposant même une désinfection du domicile post-contamination. Voilà, alors c'est un groupe en tout cas qui regroupe plusieurs prestations de services. Comme vous l'avez dit, vous êtes le président, vous en êtes la directrice générale et bien entendu plusieurs services, prestations, entre autres le nettoyage, cette application que vous avez mis en service. Mais sinon, vous avez d'autres prestations de services pour les ménages, c'est ça? Oui, effectivement, on a d'autres services dans les nourrices, l'accompagnement des personnes âgées, la garde des animaux domestiques. C'est nouveau chez nous. Hein? Ah oui, on a déjà c'est une prise on de a des risque. clients aussi. Hein? Ah, quand même, déjà. Même une prestation pour les gens aveugles aussi. On les accompagne, des petites sorties. Service épicerie, aussi. des coursiers. D'accord. Voilà, vous êtes en train de prospecter puisque vous avez donc travaillé dans ce domaine-là et vous savez exactement quels sont les manques dans une société et vous avez voulu justement l'adapter ici au marché algérien, aux des prestations de services ici dans la société algérienne. Vous avez réussi à faire une étude aujourd'hui depuis et vous arrivez quand même à mener un travail quotidien aujourd'hui avec toutes ces prestations de services. C'est cela. Alors aujourd'hui, le plus, vous me l'aviez dit d'ailleurs, c'était justement d'offrir des services à bas prix. Oui. C'est l'avantage avec l'application Naqili Dari. Donc c'est une application qui est très facile déjà de télécharger sur Android, sur portable et PC aussi. Et notre avantage, l'avantage de Naqili Dari, c'est le prix. Donc vous avez soit par heure, qui est à 600-700 dinars par heure, et par tâche. C'est l'avantage avec nous.
Et vous avez d'autres prestations, comme là, vous me disiez, on va faire aussi des travaux d'aménagement dans les maisons, ça va venir. C'est notre, une autre application. Oui. Elle est en voie de développement, c'est la bricolidare. Oui. C'est aussi dans le même principe. Oui, c'est par heure. Et c'est l'avantage pour les personnes à faible revenu, très bien. Et elle s'occupe des petites bricoles, comme changer une poignée, placer un lustre. Voilà, c'est des petites prestations et qui vont être qui ne utiles. demandent pas une entreprise spécialisée. Oui. Voilà. C'est des personnes multitâches. Voilà. Et vous allez les recruter, vous êtes en train de faire une prospection. Ils sont munis de moto avec une malle pleine d'outils et ils font des tournées. C'est très bien. Alors ça, encore une fois, c'est vraiment une innovation, c'est nouveau chez nous. Vous avez rencontré des difficultés au départ? Non. Non. Tout allait bien. Ça a été bien accepté par la société. Je ne sais pas si ça c'est dans le reportage. Vous l'avez vu. On l'a vu dans le reportage. C'est toute une équipe de jeunes. Bien sûr, M. Karmia est avec nous. Donc, on a bien travaillé sur ça. On n'a pas eu de problème, pas de blocage. Pas de... Voilà, on voit vos équipements, tout ça, le nettoyage qui est fait. On voit quelques photos. C'est une équipe aujourd'hui rodée où vous arrivez aussi vous allez dans les ménages, vous allez dans les entreprises, vous faites du nettoyage quand il s'agit donc de Naqlili pour cette application. Exactement. Et avec la pandémie, ça a été aussi une opportunité pour vous peut-être. Ça a été une expérience. Beaucoup. On l'a déjà fait avec des entreprises publiques. Par rapport au Covid, une campagne de désinfection et on a fait aussi des campagnes d'information. Oui. Et c'est ce que vous avez donc justement réussi à appliquer chez nous. Oui, exactement, oui. Et donc des projets aujourd'hui. Comment? Des projets donc à développer encore plus de nouvelles applications. On pense développer encore 5 applications dans le même secteur, mais dans des trucs où en Algérie on manque, tels que les désinfections, les dératisations, D'accord. Et justement, quelles sont les attentes aujourd'hui de ces ménages, des personnes qui veulent avoir toutes ces prestations chez elles? Oui, la femme, en général, c'est dédié à la femme algérienne, celle qui travaille extérieur. C'est pour l'alléger de son quotidien, du stress, vous avez compris? Donc, on essaye d'améliorer son quotidien en leur présentant des services à mon prix. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de bons, justement, qui ont répondu, qui se sont inscrits, qui ont été qui ont téléchargé cette application. Oui, énormément. Dans les 600 000 téléchargements, et ça fait plaisir. Ça fait... Voilà, les personnes qui ont du mal à avoir une aide, les personnes âgées aussi. On arrive à avoir jusqu'à une centaine de commandes par jour. Quand même. Oui, voilà. C'est gérable, ça va. Alhamdulillah. Alors c'est une application qui a finalement bien donné, répondu à toutes ces attentes. Oui, vous avez... 3 mois. Au bout de 3 mois, on a eu plein de commandes. Tout à l'heure, on parlait du marché de l'emploi et de certains métiers qui étaient en difficulté avec la pandémie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un secteur que vous allez peut-être développer, ce secteur du nettoyage. Déjà, monsieur Nabil Karmia, il a un projet de formation d'une école. Oui, on compte ouvrir une école de formation pour les femmes de ménage, les femmes d'entretien, une école de sécurité. C'est dans notre projet. C'est dans votre projet. Ouais, prochainement, en tout cas, vous allez vous élargir, on le voit, on le comprend. Vous êtes donc venu avec plein d'idées. Vous faites un transfert peut-être de technologie avec ces prestations. C'est plutôt du savoir-faire. Oui, savoir-faire. On manque ici un petit peu de savoir-faire. Et vous avez donc ramené les idées pour pouvoir les appliquer chez nous. Oui, très bien, exactement. Très bien. Alors, en tout cas, c'est un secteur aujourd'hui que vous menez à bien. Avec vous, prochainement, vous allez développer, puisque vous êtes la directrice générale d'un groupe qui va s'élargir à d'autres applications, d'autres prestations. Et j'espère en tout cas que vous reviendrez pour nous dire, voilà, on a donc travaillé dans un autre secteur, un autre domaine. Vous avez parlé des personnes en situation d'handicap que vous allez accompagner. Ça, encore une fois, c'est un secteur qui est un peu délaissé. Ah oui, pour les personnes aveugles spécialement. Donc tout ce qui est sorti, balade, paperasse, donc quand on passe les commandes, de temps en temps on voit qu'ils veulent juste sortir, une petite sortie d'1 heure, de 2 heures.
Ils vivent seuls. Donc l'application, c'est vrai que c'est des voisins qui téléchargent, qui ont pu télécharger l'application pour les personnes aveugles. Mais on a passé commande, on s'est présenté avec nos papiers, avec nos badges et tout. C'est une histoire de confiance aussi. Hein. Oui, vous avez réussi à instaurer cette confiance entre les ménages, le client, vous et une entreprise solide et confiante. Oui. Puisqu'elles sont triées au volet. Comme les femmes couchantes, on demande beaucoup de paperasse, des enquêtes, on fait des enquêtes. D'accord. Surtout pour les personnes âgées, elles sont vulnérables, donc on essaye d'être très vigilant. Très vigilant, et aussi la formation, c'est-à-dire que ces personnes-là doivent donc avoir un certain comportement, ne pas aussi rentrer trop dans la vie privée donc de la personne. Tout ça, ce sont des nouvelles habitudes. Oui, exactement. On fait des enquêtes, même des enquêtes psychologiques. On demande des certificats. On a un psychologue qui fait une tournée, qui essaye de focaliser, d'essayer de capturer l'intention de la femme. Voilà. En tout cas, beaucoup d'idées que vous êtes en train de mener à bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, bon courage. Peut-être un dernier mot, allez-y. Je remercie toute l'équipe, et j'aimerais pas entendre le mot augmentation, c'est tout. D'accord. Merci à vous. Je rappelle Karima Arambi, vous êtes donc la directrice générale donc, de ce groupe. Un dernier mot, allez-y. Je remercie l'équipe qui était derrière aussi, les développeurs qui sont avec nous. C'est une équipe de jeunes, c'est des startups aussi. C'est une nouvelle start-up Naqilidari. La prochaine, c'est Bricolidari. Donc j'encourage tous les Algériens qui ont des idées, je les encourage à développer leurs idées et ne baissez pas les bras. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Nabil Karmia. Vous êtes donc le président de ce groupe. Bon courage et puis à très bientôt. Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. Merci à toute l'équipe, la Régie 7. Et puis on se dit rendez-vous demain pris à partir de 9h du matin. Excellente journée à vous tous. Au revoir. بان في وجهي صلاح جيب الوالدين بالجمعة الصباح